Ouais. Alors bonjour, je suis Alexandre, je vais vous présenter Android, mais ça va plutôt être une introduction. On va commencer. Alors, d'abord on va parler d'Android, qu'est-ce que c'est, pour ceux qui ne savent pas, comment ça fonctionne. La structure d'Android au niveau, ça va être l'architecture vraiment on va dire, partitionnement, le noyau, comment il fonctionne avec les applications. Et ensuite on va voir la sécurité d'Android, surtout avec l'arrivée de Android L, qui est annoncée pour le 3 novembre. Alors, Android L, ça apporte de nouvelles fonctionnalités. Alors je vais vous faire passer mon téléphone. Alors, il est en fait sur Android L une version qui a été une version modifiée du Nexus 6. Donc vous allez pouvoir tester un petit peu la nouvelle interface, voir un petit peu ce que je raconte. Donc le bouton est sur le côté. Regardez mes SMS. Voilà. On rigole pas trop, s'il vous plaît. Il y a un nouveau design, alors qui va être beaucoup plus avec des, comment dire, ça va être très avec beaucoup d'animation. Alors ça paraît plus fluide du coup. Ça paraît plus sympa, plus un peu comme ce que fait iOS. On va avoir un notification review. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement sur l'écran d'accueil quand quand il est verrouillé l'appareil, on va avoir direct nos notifications, ce que fait déjà iOS. On va avoir un nouveau Art Runtime. Donc en fait aujourd'hui on était sur du Dalvik. C'est ce qui faisait, c'était la machine virtuelle qui faisait tourner les applications Android. Et aujourd'hui on passe à un nouveau runtime qui va permettre d'optimiser en fait les performances. Ça va être plus performant et ça va prendre moins de batterie. Donc ça va être mieux à ce niveau-là. Ensuite, au niveau de l'autonomie qui a été améliorée, donc aussi bien grâce au Art, mais aussi parce qu'il y a un nouveau mode qui a été implémenté, un peu ce que fait Sony. C'est un mode un petit peu, ça va downgrader les performances. On va plus avoir en fait tous les effets. On va avoir, il y a une barre orange. C'est un petit peu bizarre comme style enfin, il va y avoir une barre orange en fait en haut et au niveau en fait cette partie qui est translucide pour nous dire qu'on est dans ce mode-là. Et on va avoir le double tap pour wake up l'appareil. C'est-à-dire qu'en double tapant sur l'écran, ça va allumer l'appareil. Bien sûr, il faut que l'écran soit compatible. Alors ça, c'est des fonctionnalités que j'ai prises, il y en a bien d'autres, mais on verra en fait celles qui sont plus classées au niveau sécurité. Alors au niveau de la structure, au niveau de la partie du partitionnement, c'est pour mieux comprendre en fait tout ce qui est, on va en parler tout à l'heure, du root, le bootloader, etc. pour pouvoir déverrouiller l'appareil. Donc au début on va avoir le boot, c'est là où on va voir tout ce qui va se lancer au démarrage. On va avoir le système où on va avoir en fait toutes les applications par défaut de l'OS ainsi que le kernel. On va avoir le recovery où ça va être un espèce de mode qui va nous permettre de sauvegarder par exemple notre système et pour pouvoir le restaurer. On va aussi pouvoir wipe le cache. On va voir la data. La data, ça va être tout ce qui concerne en fait l'utilisateur. Enfin, ça va être surtout les applications en fait les applications en fait d'Android, mais celles qu'on installe depuis le Play Store. C'est bien différent de celles qui sont intégrées par défaut dans le système, notamment par exemple ce qu'on voit avec les surcouches des opérateurs ou bien des constructeurs. Par exemple Samsung, on va avoir TouchWiz, il sera ici, il ne sera pas là. Pourquoi? Parce que comme ça on ne peut pas supprimer leur application quand on a leur téléphone. Ensuite, et en plus ils vont avoir des droits supplémentaires et c'est ici que vont se trouver toutes les failles. Ensuite on va avoir le cache. Le cache c'est tout simplement le cache. On va avoir tout ce qui est cache applicatif. Et ensuite on va avoir le NISC qui va, c'est là en fait où on va avoir toutes les informations de la région, de l'heure et notamment par exemple l'opérateur qu'on utilise. Bon, on voit pas très bien, mais là en fait c'est l'architecture d'Android. Alors en tout en bas on va avoir le kernel avec tout ce qui est driver, la partie du power, le management, c'est-à-dire que tout ce qui est, si on veut démarrer sur un certain, ça nous permet en fait de démarrer par exemple sur le recovery, etc. à partir du kernel. On va avoir les librairies.
Ici, on va avoir la partie machine virtuelle. C'est ce qui va permettre de lancer tout ce qui est framework des applications et les applications. Donc c'est cette partie-là en fait, qui a été modifiée dans Android L. On va avoir maintenant, en fait, déjà sur KitKat, on avait le choix d'être soit sur Dalvik Cache, enfin sur le Dalvik Virtual Machine, soit sur ART, et maintenant c'est obligatoire sur ART. Il n'y a plus de Dalvik. Ça pose certains problèmes, notamment on va perdre l'utilisation de certaines applications, elles vont devoir être réécrites pour pouvoir fonctionner sur ce nouveau runtime. Voilà. Alors, maintenant pour pouvoir avoir le contrôle total de notre Android, quand on regarde en fait les couches qu'on a vues tout à l'heure, il va falloir débloquer le bootloader. Alors le bootloader, c'est tout simplement une protection qu'on met sur le... Enfin, il y a une protection en tout cas dessus, sur les appareils Android. Il va y avoir... donc depuis en fait le Motorola Droid, il y a eu une clé en fait qui a été générée, qui était très très grosse, et pour pouvoir la passer, on n'a toujours pas réussi à la passer de toute façon celle-ci. Et donc du coup en fait ce qu'ils font, c'est que tous les constructeurs maintenant mettent un bootloader pour empêcher la modification de la ROM intégrée. Donc par exemple chez HTC ils en avaient mis, mais on a réussi à les passer, donc c'est pour ça qu'on a réussi à flasher des ROM par-dessus. On va avoir Sony, on est obligé de demander à Sony un code de débloquement pour débloquer ce bootloader, donc pour pouvoir flasher à nouveau dessus. Et Samsung, donc le Samsung Galaxy S, S2 et S3 n'ont pas de bootloader, enfin de blocage au niveau du bootloader. Donc du coup, on pouvait flasher directement. Il n'y avait pas de protection à ce niveau-là. Ensuite, quand on a déverrouillé le bootloader, on va pouvoir écrire sur les partitions qu'on a vues tout à l'heure. On va pouvoir en fait injecter le root, donc c'est une faille qu'on va avoir, qu'on doit exploiter, donc pour pouvoir justement contrôler l'appareil. On verra tout à l'heure que ça a été corrigé sur Android L et qu'on va devoir passer un petit peu outre pour pouvoir justement réussir à redevenir root. Et ensuite on va avoir le custom recovery, donc on a vu tout à l'heure le recovery, c'est un truc assez basique. Et aujourd'hui en fait, ça fait depuis un moment, mais on peut flasher le recovery pour pouvoir justement avoir plus de fonctionnalités. Notamment pour par exemple flasher les ROM, on va pouvoir toucher plus précisément sur certains points des partitionnements, on pourra changer les partitions. On pourra par exemple, c'est ce qui se faisait au tout début, quand on n'avait pas assez de partitions de data qui n'étaient pas assez grandes, on pouvait la mettre sur la carte SD. Comme ça on avait plus de data et on pouvait installer plus d'applications. Alors maintenant on va passer à la sécurité d'Android. Alors ça c'est une liste exhaustive de toutes les modifications qui ont été faites. Je vais rapidement dire ce qu'on peut noter, c'est à partir de Honeycomb. Alors c'était une version de tablette exclusivement, donc en réalité sur téléphone, ça a été à partir de Ice Cream Sandwich. On a pu avoir de l'implémentation pour le chiffrement de l'appareil. Et bien sûr, c'était pas par défaut, donc du coup, personne ne le mettait. Donc maintenant, en fait, avec la nouvelle version qu'on a d'Android L, c'est par défaut le chiffrement des données. Après, ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'à partir de Froyo, on a pu avoir tout ce qui concerne la possibilité de factory reset l'appareil à distance, à partir donc, de son compte Google. Et ensuite, les dernières modifications qui ont été faites, c'est surtout tout ce qui est Earthbleed. Ce qui a été, il y a eu pas mal aussi de malware qui avait été créé pour le spam de SMS payant. Donc du coup, ça a été corrigé. Et de manière générale, c'est à peu près tout. Il y a aussi la vérification des applications. C'est-à-dire qu'en fait, l'appareil se vérifie lui-même si l'application peut être néfaste ou pas. Donc ça a été implémenté dans Jelly Bean 4.2. Donc souvent, quand on l'utilise, on va nous dire voilà ce qui est censé être utilisé et donc est-ce que vous acceptez ou pas l'installation d'application. Et aujourd'hui, en fait, on va le voir tout à l'heure, maintenant, ça va être beaucoup plus strict que ce que ça a été auparavant. Alors, Android L, au niveau de la sécurité, qu'est-ce qu'il a apporté? Ça va être des nouveaux malware protection. Alors, comment? Par le via de patchs qui pourront être appliqués directement par le programme qui s'appelle Play Service, qui est installé normalement sur tous les appareils ayant donc, le Google Play. Donc, ça va permettre en fait de pouvoir contrôler beaucoup plus de téléphones et pouvoir corriger leurs failles sans avoir besoin de passer à la version du dessus. Ça va être que les failles critiques. Ensuite, on va pouvoir faire du factory reset protection. Alors, c'est ce que fait Apple avec leur code. En fait, quand on perd le téléphone,
c'est le code en fait qu'il y a sur iCloud. Là, ça va être dans le même style. Et on va pouvoir formater aussi tout l'appareil. Et on va pouvoir même transformer le téléphone en non utilisable. Ensuite, on va avoir, donc ça c'est ce que je disais, on peut contrôler la data qui est à l'intérieur du téléphone. C'est-à-dire que par exemple, on a un fichier qui appartient à l'entreprise. Donc une entreprise veut pouvoir le supprimer parce que le téléphone est considéré comme volé, et que c'est un fichier important. Il peut être supprimé à distance. Donc ça via en fait les MDM que les entreprises utilisent. On va avoir, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, le chiffrement par défaut. Et il va y avoir une partie, donc le profil pro et le profil perso vont être séparés. Alors qu'est-ce que ça implique? Ça implique que toutes les applications en fait, qui sont installées par l'utilisateur, et non pas par l'entreprise, aura droit qu'à certaines parties du téléphone. Par exemple, je sais pas, on va avoir des photos qui vont être avec un tag correspondant à profil pro. Donc ils ne vont pas pouvoir être vus par les applications installées par l'utilisateur en tant que profil perso. Donc ça va permettre de protéger en fait toute la partie professionnelle. Donc ça c'est très intéressant pour les entreprises. Et donc maintenant il y a aussi, alors ça c'est un petit peu à part mais c'est assez intéressant, c'est un nouveau déverrouillage adaptatif. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui la mode ça a été d'avoir des smartwatches. Alors c'est des montres connectées en Bluetooth à notre téléphone. Et ici, en fait, quand le téléphone va voir qu'on a notre montre, il va, par exemple, si on avait un PIN à taper pour débloquer le téléphone, on n'aura pas besoin de le taper parce que le téléphone voit que la montre est à côté, il est connecté dessus. Ça peut être une montre, ça peut être n'importe quel périphérique Bluetooth. Donc, du coup, ça peut être par exemple un ordi portable, ça peut être un casque audio, n'importe quoi. Donc ça peut se faire aussi bien par Bluetooth que par NFC. On va avoir aussi le droit au multicompte. Alors ça on avait déjà le droit sur la version tablette, mais maintenant on va pouvoir le faire directement sur les téléphones, le pouvoir changer de compte. Donc il va y avoir un mode guest par exemple. Donc, par exemple si on donne le téléphone à quelqu'un et qu'on veut lui montrer une fonctionnalité ou lui faire jouer à un jeu, à un enfant ou n'importe, on pourra le mettre en mode guest et lui laisser seulement les applications qu'on veut lui partager. Donc du coup, il va être limité et même les paramétrages sont différents que ceux utilisés par le compte officiel. Alors maintenant, on va parler des nouvelles sécurités au niveau du root. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on pouvait aujourd'hui flasher très facilement devenir root sur un appareil Android. Aujourd'hui, mais le problème, c'est que maintenant, avec Android L, il y a SE Linux qui va avoir un nouveau, qui va être mis en enforcing. Donc ça veut dire que en fait, ce service va bloquer en fait tout ce qui est comment dire. En fait, on va dire qu'il va y avoir des contextes qui vont être faits. Chaque application va avoir un contexte. Le contexte va dire voilà, tu as le droit d'utiliser tel fichier, tel service, l'audio par exemple, etc., etc. Et il ne pourra pas faire autre chose. Il va être limité dans ce pourquoi il a été installé. Il ne va pas pouvoir aller par exemple voir les numéros de téléphone, etc., etc., s'il n'a pas été défini à la base. Donc ça, c'est ce qu'on a déjà aujourd'hui, mais le problème c'est qu'aujourd'hui, il était en mode permissible, le SE Linux, sur KitKat. Donc qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, en fait, il laissait tout passer, c'était le mode debug, il ne faisait que vérifier, mais il faisait que du log en réalité. Et aujourd'hui, ça va bloquer toutes les applications qui ne respectent pas ces règles-là. Donc on va avoir une protection en plus. Ensuite, donc ça implique quoi? Ça implique qu'en fait, pour pouvoir router notre appareil, quand on flash une nouvelle ROM, on a un script qui est lancé par le recovery pour rerouter l'appareil. Et donc ce script-là, il ne pourra plus passer puisqu'il ne correspond plus au contexte correspondant à l'application. Donc ça pose un problème, c'est qu'on ne peut plus router de ROM. Alors du coup, pour contrer ça, l'idée en fait des gens, c'est soit désactiver SE Linux, très mauvaise idée puisque ça quand même protège les informations de l'utilisateur, etc., etc., même au niveau des applications. D'autres pensent qu'il faut passer en mode permissif pour certaines applications.
Donc en clair, il y a le SE Linux change selon si par exemple on lance une application en tant que root, ça va modifier en fait l'utilisation de notre application pour qu'elle passe en permissive. Et donc du coup, elle est plus protégée par le système. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. On installe en fait un nouveau kernel compatible donc avec notre ROM, avec ce changement en fait de mode pour pouvoir justement devenir root et pouvoir faire un peu ce qu'on veut. Alors maintenant, on va passer à un petit bonus. Alors ça, c'est beaucoup ce qu'on retrouve sur les RootMe en fait sur Android. Le hack du schéma. Alors, comment ça fonctionne? Alors, on va avoir notre schéma ici. Donc, si par exemple on fait comme ça, ça veut dire que notre code va être enregistré comme 4, 7, 8, 5, 2, 1. Donc ça, c'est ce qui va être enregistré sur la machine. Alors maintenant, pour savoir où est-ce que c'est dans la machine, c'est dans la partition data, qu'on a dit tout à l'heure. Bien sûr, cette partition, on ne peut pas y toucher normalement. Là, c'est parce que je suis root qu'on a pu y rentrer. Donc il y a si on parcourt l'arborescence, on peut quand même trouver ce fichier-là, même quand on n'est pas root. Et ce fichier-là, ça s'appelle gsurkey. Et gsurkey, il a à l'intérieur, il va être haché notre code. Et donc on va pouvoir essayer en lisant en fait ce code, on va pouvoir avec un programme, par exemple SQLite, avec un dictionnaire, on va le faire une requête pour savoir quel est le mot de passe qui a ce hash-là. Et donc du coup, il va nous retrouver exactement le hash, le mot de passe qu'on avait mis auparavant. Donc ça peut se faire avec tout simplement un appareil routé directement depuis l'appareil, ou on peut le faire aussi par ADB. Alors ADB, qu'est-ce que c'est? On va démarrer en fait le mode debugging de l'appareil, et on va pouvoir contrôler l'appareil depuis son ordinateur en ligne de commande. Et là, on va pouvoir naviguer de la même manière dans l'arborescence et récupérer le fichier qu'on a besoin, faire ce petit hack pour pouvoir justement trouver le mot de passe. L'autre solution, c'est suppression carrément du schéma. Donc le même fichier, il faut le supprimer. Et en plus, il va falloir modifier certaines clés en fait, dans le settings.db pour pouvoir en fait, lui dire qu'il n'y avait pas de mot de passe auparavant. Et donc du coup, quand on va démarrer l'appareil, il n'y aura plus de mot de passe. Alors voilà, donc en conclusion, aujourd'hui en fait, les mobiles Android, même Android L, sont protégés par le bootloader qui va en fait empêcher le flash du kernel, donc pouvoir en fait utiliser ce genre par exemple le bonus que je vous ai montré, on ne pourra pas l'utiliser. Aujourd'hui, tous les appareils ont des bootloaders, tous les derniers téléphones, ils peuvent être débloqués par l'opérateur normalement, même s'ils ne le font pas, et par les constructeurs. Il y a une protection qui se fait au niveau du patch du service Google Play. Et on va avoir SE Linux qui va protéger l'utilisateur avec pour chaque application. Et on va avoir un chiffrement des données qui va encore protéger si le téléphone est encore volé. Merci de votre attention. Est-ce que vous avez des questions? Le hash pour le débrouillage, c'est quoi son hash? C'est du SHA. SHA-1? Oui. Easy. Bah, de toute façon, là, il y a un dictionnaire qui va donner tous les mots de passe possibles, puisque comme vous avez vu, en fait, c'est seulement 10 possibilités et le chiffre ne peut pas se répéter. Donc, au niveau du dictionnaire, c'est assez simple à créer. Concernant le chiffrement d'un device Android, il utilise quoi justement comme chiffrement? Et puis s'il y a des moyens de contourner, comme ça? Alors le chiffrement, j'ai pas regardé, je sais que c'est le même que celui c'est le même style que celui d'iOS. Et ils ont décidé de changer le truc du schéma justement dans Android M, maintenant que beaucoup de personnes savent. En fait, on peut pas y accéder à ce schéma. Pourquoi? Parce qu'il est dans la partition data. Et la partition data, on peut y accéder qu'en tant que root. On ne peut pas le modifier, etc. À partir en fait de la 4.4, c'est pas en fait ce que je t'ai montré là, c'est pas possible, quoi. Sauf si tu es root. Et donc du coup, en fait, pour être root sur un appareil aujourd'hui, soit il faut trouver une faille dans le système,
soit c'est déverrouiller le bootloader, et donc si on déverrouille le bootloader, c'est formatage totalement du téléphone. Donc on perd toutes les données qui sont dedans, même si on essaye de passer outre ce mot de passe, on perd toutes les données. Niveau justement encore Android L, le fait de mettre le smartphone en mode brique, ça va être via l'Android Device Manager, ou bien ça veut dire que par exemple mon téléphone, admettons, il n'a pas la 3G, est-ce que je vais être obligé d'avoir la 3G pour pouvoir le mettre en mode brique, ou est-ce que je peux lui envoyer un SMS ou un truc comme ça? Est-ce que Android a pensé à ça? Alors, on ne sait pas exactement comment ça fonctionne, mais des retours, ce serait le téléphone, il est un ID qui t'appartient, et donc dès qu'il va être reconnecté par Wi-Fi ou n'importe quel moyen, même s'il a changé de compte ou n'importe, il va être considéré comme t'appartenant, et si tu as décidé de le bloquer, il sera bloqué. Personne n'a d'autres questions? Merci. Rentrez bien.